Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes lundi, il est 12h30 et c'est notre rendez-vous hebdomadaire, le business sans filtre. Aujourd'hui, nous allons évoquer une problématique. C'est même pas une problématique, c'est un point qui nous concerne tous, plus ou moins. C'est prendre la parole en public. Ça peut être un moment terrible pour certains ou au contraire un moment de joie pour d'autres. C'est Annabelle Pierry, notre invitée aujourd'hui, qui va nous parler de tout ça. Annabelle, est-ce que tu veux te présenter? Dis-nous qui tu es. Ah, je dis qui je suis. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, je m'appelle Annabelle. Moi, je suis artiste professionnelle du spectacle vivant depuis 15 ans maintenant, bientôt. Voilà, et depuis quelques mois, je commence à travailler plus avec dans le milieu de professionnel, on va dire dans le milieu des entreprises. Voilà, je rencontre des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et tout. J'ai décidé de réorienter mon activité vers un autre public et dans un autre milieu. Voilà. Et je trouve ça très chouette de rencontrer d'autres personnes et pas forcément des artistes tout le temps. Eh bien, bienvenue dans un monde cruel. Non, un monde merveilleux, tu vas voir. Lisa, est-ce que tu nous rappelles qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis Lisa Genrock Club. Je suis fondatrice de Conative, donc une agence social média où on accompagne des entreprises à prendre la parole, mais pas en public, sur les réseaux sociaux. Et on s'occupe de toute leur création de contenu photo, vidéo dont on a besoin aujourd'hui pour prendre la parole, et éditoriale, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et toi, Valérie, rappelle-nous ce que tu fais. Alors, moi, je suis donc Valérie Moreau, coach et formatrice commerciale. J'accompagne les entrepreneurs, les équipes commerciales à retrouver plaisir à vendre et à s'épanouir aussi dans ce domaine-là. Et c'est vrai que, Annabelle, j'ai l'impression que ton métier peut aussi faire complètement partie de ces démarches-là, en fait. C'est d'être à l'aise et de redécouvrir le sens du contact avec efficacité, avec authenticité, avec plaisir. Et la prise de parole en public, à mon sens, ça fait vraiment partie aussi de tout ça. Alors, moi déjà, une question. Je Oui, recommence. bien sûr. Oui. Mais voilà, j'ai une petite livraison, on est en live. Oui, on est entre nous, Lisa, tout va Donc, bien. je reviens tout Enfin, je vais avoir une première question, Annabelle. La prise de parole en public, c'est vrai que ça peut faire peur. Qu'est-ce que tu dirais déjà en premier pour dédramatiser? Qu'est-ce que je dirais en premier pour dédramatiser? La question, elle commence ça. On commence fort, on est des dingues. Je dirais que, en fait, finalement, si on dédramatise, prendre la parole, c'est juste le moyen d'entrer en relation avec les autres et Ouais. de parler de ce qu'on fait. Bon, après, il y a plein de contextes différents pour prendre la parole, hein, donc on en parlera, mais juste, à un moment donné, c'est le moyen de rentrer en relation avec les autres et d'établir un contact. Ouais. Et du coup, l'idée, ce serait juste d'être soi-même. L'objectif final, c'est juste de pouvoir être soi-même entièrement, Faire sans passer des mettre des messages. injonctions tout le temps, des trucs, enfin voilà, de ah, il faut que je sois comme ça parce que si machin, quel milieu. On nous a appris effectivement, enfin moi j'ai appris étant jeune, hein, quand tu es dans tel milieu, tu te comportes pas de la même manière, enfin voilà, avec les parents, les grands-parents déjà, à l'école, à la maison. Alors ça c'est normal, évidemment, hein, on n'est pas pareil avec ses potes en train de boire une bière que Avec quand mamie. on parle, voilà, qu'avec mamie, qu'en réunion ou que quand on doit faire un discours devant des gens, c'est sûr. Mais quand même, enfin, moi, ce que j'essaye de faire et ce que je continue à essayer de faire, hein, c'est pas du tout. Je suis pas arrivée au bout, hein, je me place pas en mode c'est bon, 100%, tout va bien. C'est d'essayer juste à chaque fois que je vais même à des rendez-vous professionnels, j'essaye juste de me dire sois toi-même et de pas me mettre trop d'injonctions et de choses parce que c'est machin que je vais rencontrer, parce que c'est un chef d'entreprise. Voilà. Et je vois des rendez-vous que j'ai commencé à avoir avec notamment des chefs d'entreprise que en général ça se passe plutôt bien et ça se passe beaucoup mieux que quand je pouvais me mettre avant un espèce de cadre complètement artificiel ou de mettre la pression parce que c'est telle personne qui est chef de telle entreprise avec je sais pas combien de salariés, alors de te dire oh là là, cette personne a beaucoup de je ne sais pas quoi, mais en fait du coup en étant moi-même et en me disant c'est tout, en fait je rencontre des personnes et le contact, en fait, il s'établit de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, et je pense des deux côtés. Enfin voilà, Absolument. on crée une relation directement, quoi, et puis c'est OK.
et que ces personnes-là aussi sont heureuses d'avoir quelqu'un qui leur parle normalement et qui ne fait pas de courbettes ou je sais pas quoi. Absolument. Et puis, en plus, ça montre juste qu'on peut être plusieurs à faire le même métier, mais par contre, on est unique, tous dans notre genre. Donc, du coup, ça permet aussi à nos clients de nous choisir en fonction de qui nous sommes et non pas seulement pour ce que nous faisons. Donc, c'est hyper important de garder une part d'authenticité. Donc, quand on te découvre là, on a un peu de mal à croire que tu as pu être timide, et pourtant, c'est ce qui t'a amené vers le théâtre, c'est bien ça? Oui, quand j'étais enfant, ouais. J'étais assez... je sais pas si c'est renfermé. Bon, c'est difficile à voir, il faudrait que je redemande à ma maman son témoignage de l'époque, mais effectivement, en tout cas, ce qu'elle m'a toujours raconté, c'était ça, c'était t'étais hyper timide et tout, et puis du coup, en parlant avec quelqu'un, elle parlait de ça à quelqu'un, je sais même plus qui, et qui lui a dit « Ah, tu devrais lui faire du théâtre, il y a un atelier là-bas, là, dans le village à côté, voilà. » Et du coup, elle m'a inscrite au théâtre. Voilà. Et ça a pris. Ah oui, ça a pris, ouais. J'ai fait après, j'en ai pas fait en continu non plus toute mon adolescence et tout, mais j'y suis revenue en permanence. Ouais, c'était trop bien. J'ai fait quelques années de 6 à 11 ans quand même. J'en ai fait tous les ans. Et on faisait des spectacles, voilà. Et c'était vraiment, c'était de l'amusement, quoi. Enfin, c'était du jeu, voilà. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de cet apprentissage-là, en fait? Qu'est-ce qui te sert au quotidien pour justement la prise de parole en public de ces outils, on va dire, du théâtre? Alors, tu parles déjà quand j'étais enfant ou de tout le parcours? De ce qui te reste aujourd'hui, par rapport à quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de ces outils? Qu'est-ce que tu utilises encore, peut-être sans t'en rendre compte, mais Ouais, c'est compliqué pour moi de détacher ce que j'ai appris enfant et ce que j'ai appris après en formation professionnelle, et puis depuis 15 ans que je fais de la scène quand même. Oui. Donc c'est vrai que ça commence à être... En fait, si tu veux, il y a plein de choses, je pense, que j'ai intégrées et qui me paraissent naturelles, et que pour le coup, en rencontrant d'autres, notamment des femmes, parce que je suis dans des réseaux de femmes aussi et tout, entrepreneurs, chefs d'entreprise, salariés, peu importe, mais dans le milieu du travail, en fait, en sortant de mon milieu artistique, parce que dans le milieu artistique, on est tous un peu comme ça, c'est bon, tout va bien, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas naturel. J'ai du mal à dire exactement quoi. J'ai appris tellement de choses au fur et à mesure, avec le jeu et tout, je me suis désinhibée de plein de choses, mais c'est difficile de détacher ce que j'ai appris quand j'étais enfant, et puis voilà, tout est un peu intégré, quoi. Et à quel moment excuse-moi, vas-y Lisa, parce que Du coup, c'était intéressant ce que tu disais par rapport à la timidité du coup, on a dit à ta mère: « Ah tiens, inscris-la au théâtre ». Tu ferais quoi comme lien entre justement la timidité et le théâtre? Tu vois, qu'est-ce que ça vient débloquer? Qu'est-ce que ça vient travailler? Tu vois, Ça, je pense que déjà, à un moment donné, quand tu fais du théâtre, tu finis par faire un spectacle. Donc, du coup, tu me diras, ça peut être pareil avec la danse. Donc, on va peut-être faire une différence aussi, ou avec la danse, ou avec une autre activité spectaculaire. Mais donc, bon, à un moment donné, tu vas sur scène devant des gens, donc déjà, il faut le faire. Mais du coup, en fait, ça fait que dans le théâtre, on prend la parole sans te dire, vas-y, prends la parole. Enfin, c'est pas prendre la parole, genre, alors ok, il faut que je prenne la parole, alors il faut que je fasse un discours, ou réciter les poésies à l'école. Ça, par contre, c'est un exercice hyper difficile quand même. Enfin, tu es comme ça, tu es debout devant tout le monde, alors tu as appris ta poésie par cœur, et puis il faut que tu dises ta poésie. Mais du coup, dans le théâtre, en fait, moi, quand j'ai commencé enfant, et je le fais toujours comme ça en atelier, pour le coup, même avec des adultes, pour moi, que ce soit enfant, adulte, adolescent, personnes âgées, globalement, j'ai des exercices qui reviennent. Enfin voilà, il y a des jeux de théâtre qui reviennent, peu importe l'âge. Ça fonctionne. C'est ça, c'est qu'on rentre dans la parole par le jeu. Donc en fait, déjà, tu te poses beaucoup moins de questions. Parce qu'en fait, on est ensemble, donc on est plusieurs à jouer ensemble. Et voilà. Et donc, du coup, je pense qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, et quand tu te retrouves dans une situation où tu dois prendre la parole de manière un peu plus formelle, en fait, tu l'as déjà fait plein de fois dans plein d'autres situations. Et donc, du coup, c'est devenu un jeu. Voilà, je dirais ça. Ouais. Hyper intéressant. Ouais, il y a des automatismes qui reviennent, même si d'une part c'est dans le jeu en n'étant pas soi-même finalement. Finalement, il y a des automatismes inconscients qui se créent et qui peuvent réapparaître dans certaines situations, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, en école d'acteur, par exemple, quand j'étais dans ma formation d'acteur pro, je me rappelle très bien du premier spectacle qu'on a fait.
Et en fait, on avait appris vraiment à respirer et tout. Enfin, voilà, si tu respires pas correctement, déjà, tu n'arrives pas à parler suffisamment longtemps. Enfin bref, en plus, il y a évidemment le trac qui se rajoute. Il y a les gens et tout. Donc voilà, bon, c'était notre premier spectacle. Je me rappelle que pendant ce premier spectacle, toutes les répétitions et même les représentations, je respirais consciemment. C'est-à-dire avant chaque prise de parole, donc pendant que l'autre parlait, donc je savais exactement son texte et tout, donc je savais exactement quand est-ce que j'allais prendre la parole, je gonflais mon ventre et je prenais une grande inspiration avant de prendre la parole, juste avant que ce soit moi de parler. Et donc ça, à chaque fois, chaque prise de parole dans le spectacle. Et j'étais obligée de le faire de manière consciente. Vraiment, c'était hyper technique, c'était pas hyper agréable pour le coup. Mais voilà, et on a fait, je sais pas, on a fait plusieurs représentations, un mois de répétition et pas mal de représentations en public. Et voilà, j'ai senti déjà qu'à la fin de ça, de ce cycle, l'année d'après, quand on a recommencé, je le faisais de moins en moins. J'avais de moins en moins besoin de le conscientiser. Tu vois, donc ça, c'est un exemple particulier. Mais bon, la respiration, parce que si tu prends la parole et que tu es déjà à bout de souffle ou que tu n'as pas assez d'air, plus le stress, le trac et tout, laisse tomber, tu perds tes mots hyper vite, tu vas avoir du mal à respirer, donc ça va rajouter du stress. Enfin voilà, donc ça, la respiration, c'est vraiment le truc hyper essentiel, hyper conscient que j'ai travaillé beaucoup. Ok, super intéressant. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai donné des cours, du coup, dans une école, et la première journée, j'étais très stressée, tu vois, même si j'ai pu prendre la parole, mais jamais vraiment devant une classe entière. Ouais. Et c'est drôle, mais c'est vraiment la respiration sur laquelle je me suis rendu compte de là où je buguais, parce qu'en fait, je sentais que j'arrivais à bout de souffle et que du coup, en fait, comme j'étais stressée, je réenchaînais et en fait, à un moment, ça va pas du tout, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment apprendre à respirer. Enfin, comme tu dis, je pense que au début, on le fait pas du tout. C'est tout un apprentissage déjà, et je pense que la prise de parole, c'est en lien direct, quoi. Donc, effectivement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte des applications, parce qu'effectivement, la prise de parole, on l'imagine bien en tant que prof ou devant une classe, en tout cas, mais ça peut être aussi durant une réunion professionnelle, d'oser faire part de son avis, d'oser dire qu'on n'est pas d'accord ou au contraire appuyer une idée. Enfin, ça c'est pareil, ça veut dire intervenir, ça veut dire accepter l'idée aussi que les regards soient sur soi. Je pense que c'est quand même très lié à ça. Ah oui. Oui, il y a plein de choses qui peuvent impacter la prise de parole, je pense, mais effectivement, déjà, avoir l'attention sur soi, ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes. Et en fait, en vrai, moi, je vais vous dire, ça peut toujours être compliqué pour moi, donc même après toutes ces années de travail, compliqué, dans le sens où ça peut toujours être stressant, selon le contexte et tout. En fait, moi, les seuls moments où je suis pas stressée, j'ai quand même le trac, mais où j'ai pas d'angoisse ou de trucs qui vont venir, c'est quand je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Oui. Par exemple, en général, tu t'oublies. Oui, moi, quand je monte sur scène, ça fait des années que je fais que des projets que j'ai décidé de faire, des choses que j'ai décidé de faire. Je peux pas, moi, par contre, par exemple, je suis incapable de jouer dans une pièce sur laquelle je suis pas convaincue. Ou un texte que j'aime pas, je ne peux pas. Voilà, il y a des acteurs qui savent le faire, très bien pour eux. Moi, je ne peux pas. Et je pourrais, mais bon, je sentirais que je serais pas au top de ce que je peux faire. Et du coup, moi, c'est le moment. Souvent, des fois, il y a des gens de l'extérieur, quand ils me voient sur scène et tout, j'ai des retours comme quoi il y a des gens qui me trouvent narcissique ou qui trouvent que j'ai de l'ego et tout. Quand ils me voient sur scène, ils ne me connaissent pas. Mais en fait, vraiment, si je pouvais ne pas monter sur scène des fois pour passer mon message, je le ferais pas. Mais je le fais parce que c'est important, parce que là, il y a de la visibilité. Parce que, en fait, j'aime ce que je fais, donc j'ai juste envie d'y aller. Mais c'est pas pour montrer, c'est pour le faire, et parce que c'est hyper plaisant, en fait. Quand tu as réussi à aller sur scène et à faire un truc que t'aimes,
c'est quand même assez incroyable comme sensation, quoi. Parce que l'une des finalités, c'est justement ça, c'est aussi de gagner en confiance en soi, parce que c'est de dépasser finalement un frein qui est assez naturel et qu'on a tous quasiment, puisque c'est pas naturel d'aller, ou alors d'avoir un ego complètement démesuré, mais là, à ce point-là, je pense que ça peut être un peu pathologique. Sinon, il y a forcément une appréhension, il y a quelque chose, et de réussir à le faire, c'est waouh, on est content de soi, quoi. C'est frein énorme qu'on a dépassé. Mm. Oui. Ma toute première expérience pour prendre la parole comme ça en public, ça a été par Bouge ta boîte où elle m'avait appelé, à Marie ou Julie, je ne sais plus, Marie-Éloi ou Julie Baudin, qui m'avait appelé en me demandant d'intervenir pour animer une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin. J'avais dit oui. Et après, je me suis dit, mais j'ai jamais fait ça. Mais je suis pas bien. Et en fait, cette espèce de saut dans le vide, où je ne pense pas avoir été particulièrement bonne, hein, ça c'est sans doute pas. Mais par contre, je me souviens de cette sensation d'y aller quand même, en fait. J'ai peur, mais j'y vais. Et j'y vais, mais j'ai peur. Ça marche dans les deux sens. Et c'est grisant. C'est ça qui peut être grisant, justement. Et de se dire, c'est un espèce de petit combat envers soi-même qui est hyper agréable et hyper boostant pour la confiance en soi. Bah, je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a ce truc-là d'oser le faire. Bon, bah, après, le résultat, voilà. Et puis après, une fois que tu l'as fait, bah, voilà, après, effectivement, il y a plein de choses que tu peux acquérir pour impacter ta présence, voilà, et l'attention des gens qui sont en face de toi. Ça passe par plein de choses qu'il y a dans la parole. Voilà. Mais ça, là, pour le coup, on rentre sur de la technique, parce qu'il y a le saut en avant, et puis après, on rentre sur de la technique de plein d'aspects de ta manière de parler, d'avoir conscience, en fait, de ce que tu fais déjà. Moi, souvent, c'est la première chose qui arrive, que ce soit dans les ateliers théâtre ou quand j'ai fait de la prise de parole, c'est déjà faire prendre conscience à la personne de ses défauts, je mets des guillemets, mais des tics de parole, voilà, de tout ce qu'on peut avoir, parce que souvent, on ne s'en rend même pas compte. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, la plupart du temps, quand tu ne l'as pas travaillé, tu ne t'en rends pas compte. Moi, je l'ai travaillé au théâtre. Par exemple, à l'école d'acteurs, on nous a enlevé, notre prof, le premier travail, c'était du nettoyage de la parole. En fait, tout ce qu'on a fait en premier, c'est nettoyer notre parole, déjà tout enlever. Enfin, tout enlever. En tout cas, voilà, enlever tous les tics, tout ce qui est en trop. Il y a même tu fais ça, les les tics, les tics de langue. En soi. Finalement, du coup, Ouais, et puis même des fois, on a des. Moi, je sais que j'accentuais beaucoup les E de fin de mots. Je pense que je dois le faire encore des fois, hein, quand je prends la parole, comme ça, de manière. Pas en mode prise de parole, juste en parlant dans la vie, je dois sûrement le faire encore, mais j'avais une espèce d'accent. Non, c'était pas les E, c'était, tu vois, par exemple, mourir, le verbe mourir, mourireux. Je faisais un truc comme ça. Quand tu fais ça sur un alexandrin, c'est pas beau. Hein. C'est pas très agréable à entendre. Et du coup, c'est mon prof à l'école d'acteur qui m'a fait remarquer ça. Et j'ai mis très longtemps à le nettoyer pour le coup. Et j'avais un ami, par exemple, qui avait un accent très fort. Et du coup, voilà, il nous a fait enlever ça. Bon, ça, c'est pour être acteur aussi, parce que, bon, à un moment donné, il faut aussi être capable de parler sans accent, de manière la plus neutre possible. Et après, pouvoir refaire des accents éventuellement pour certains personnages. Mais c'est vrai que quand tu as un accent très fort, soit du nord, soit du sud de la France, pour certains personnages, ça ne le fait pas. Non. Ça marche pas. Québécois, c'est pareil, avec un accent très fort, et même les Québécois, par exemple, c'est vrai que... Mais même sur scène, que ce soit pour une pièce ou pour écouter un discours, c'est vrai que si on écoute un discours et que toutes les phrases sont ponctuées par un mot en particulier, on va finir inconsciemment par les compter. Et par être focalisé uniquement sur ça et non plus sur le contenu du discours, quoi. C'est quand même en théâtre, on appelle ça les parasites de la parole. Donc, c'est des parasites, et du coup, ça devient des parasites de l'attention pour les gens qui écoutent. Oui. Si tu as tout le temps, effectivement, un tic de parole qui revient, donc c'est vrai que souvent, c'est le « e », mais ça peut être du coup, voilà, alors, bon, chacun a le sien. On peut en avoir plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs aussi. Moi, la première chose que je dis en général aux personnes que j'accompagne là-dessus, donc je leur dis, voilà, c'est ça, tu dis souvent ça, voilà. Donc, je dis, essaye de remplacer par un blanc, par un silence. Parce que
et souvent j'exagère un peu le truc comme ça, quand tu prends la parole devant des gens et que tu laisses des temps, tu vas avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'attention chez eux que si tu remplis ta parole tout le temps. Déjà, ça permet de casser un peu le rythme, parce que pareil, disons, tu viens sur un ton, voilà, c'est monotone, c'est tout le temps comme ça s'arrête jamais. Les gens, quand ils sont en face, ils ont besoin de temps pour assimiler, pour écouter. Et donc, en fait, entre la rapidité de parole, parce que souvent, quand on est stressé, on parle beaucoup trop vite, l'éthique de parole qui viennent combler les trous, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est juste combler l'espace vide, le temps que toi aussi tu prends pour penser, pour trouver tes mots. Et du coup, on le comble par des mots qui, en fait, font qu'en face, tu n'arrives plus à écouter, quoi. Parce que t'en peux plus. Déjà, ça ne s'arrête jamais. Ouais. La personne en face, tu vois qu'elle est en asphyxie, que c'est pas possible. Et voilà, tu n'arrives plus à écouter. Ça se met au milieu de la pensée. Enfin, c'est pas possible. Donc, du coup, déjà, faire prendre conscience de ça, c'est la première étape. Et ça, c'est un bon point à garder, en tout cas, pendant cette réunion, ce live, de se dire effectivement de repérer ces types de langage. Oui. Je pense qu'on peut les repérer si on se connaît et voilà, enfin si on demander à nos proches de nous dire bon alors. On demandait à nos proches ou les personnes proches de nous et de les remplacer par des blancs. D'essayer en tout cas de les remplacer par des blancs. Et je pense que c'est une bonne technique, ou en tout cas un bon conseil qu'on peut ressortir et qu'on peut noter déjà, de faire cet exercice, ce petit exercice. Mais du coup, c'est un type de langage de moi, donc j'enlève le mot petit. mais voilà, je trouve qu'en tout cas, voilà, je vais noter ça de notre échange. Alors par contre, comment on fait pour remplacer par un blanc quelque chose qu'on n'a pas conscience de dire? Ah oui, du coup, c'est ça. C'est la première chose, c'est qu'il faut en prendre conscience. Et ça, le regard extérieur, il aide. Oui. Du coup, moi, déjà, je vais dire, vas-y, la dernière fois que j'ai fait une séance individuelle, c'était avec une femme, ancienne RH, formatrice aujourd'hui, donc quelqu'un qui prend très régulièrement la parole depuis des années. Enfin, voilà. Pour le coup, elle s'en sortait quand même déjà très bien. Elle voulait me voir parce que souvent, elle avait un retour de... Ça se trouve, elle regarde. Souvent, elle avait un retour de on me dit que je fais peur, ou que j'impressionne, ou que je suis que j'ai l'air froide. Enfin, voilà. Donc, c'était plus par rapport à ça. Donc, elle, je lui ai dit, elle n'avait rien préparé, elle n'avait pas de pitch particulier à préparer. Mais du coup, je lui ai dit, écoute, vas-y, mets-toi debout et puis juste présente-toi. Je pars, quand il n'y a pas de pitch à préparer particulièrement, je dis, vas-y, tu te présentes, ton parcours. On a tous ça. Donc voilà, comme ça me permet déjà de voir comment la personne prend la parole. Elle n'est pas devant plein de personnes, mais je vous assure que déjà, être debout dans une salle vide avec juste une personne qui te regarde très attentivement, c'est déjà un exercice. Mais oui. Et déjà, ça peut stresser. Donc voilà, elle le fait. Et donc, effectivement, là, elle avait pas mal de E et tout. Et effectivement, c'était un peu froid. J'avais l'impression d'avoir son CV qui m'avait été lu par une intelligence artificielle. Bref. Parce qu'elle était un peu... Ouais, c'était carré, c'était un peu froid et tout. Bon, pour le coup, je lui ai dit ces deux trucs. Je lui ai dit, voilà, tu as les E, donc essaye de les remplacer par un blanc. Et le fait que, voilà, effectivement, c'était un peu froid, donc si elle pouvait mettre du sourire, parce que moi, je l'ai connue quand je l'ai rencontrée la première fois, je lui ai souri, elle m'a souri, et je ne la voyais pas du tout froide. Donc, voilà. Bon, pour le coup, elle l'a corrigé d'un coup, parce qu'elle prend la parole depuis des années, et effectivement, après, elle a repris la parole avec ces deux conseils-là, ce regard-là, et elle a refait sa présentation, et c'était incroyable. Ça n'avait rien à voir, alors qu'elle disait la même chose. On a repris aussi un peu le contenu, parce que, bref, voilà, mais globalement, le sourire plus enlever les E, je l'écoutais vraiment. La première fois, j'ai eu du mal à l'écouter jusqu'au bout. J'avais du mal à être attentive, en fait, et au final, je n'avais pas retenu beaucoup de son parcours, après sa première prise de parole. Alors qu'après, voilà, la deuxième fois où elle a pris la parole, ça n'avait rien à voir. Ça montre aussi que finalement, même dans un discours, une conférence, c'est pas seulement le message qu'on va faire passer qui est important, c'est la façon dont on va le transmettre. Et c'est vrai que des trucs moins intéressants peuvent nous sembler hyper hypnotisants parce que la personne dégage un truc qu'on a envie d'écouter. Et à l'inverse, des gens passionnants normalement qui ne nous font absolument rien ressentir, ça passe quand même par l'émotion. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et par la manière, effectivement, tu as raison, dont on raconte, parce que
Mais d'ailleurs, tu peux le voir, hein, il y a des gens qui sont des grands orateurs, il n'y a pas forcément grand-chose derrière des fois, c'est ça. pour le coup, quand tu analyses la pensée et tout. Et il y a des gens qui ont une pensée très profonde, mais qui n'ont pas les outils pour la transmettre, et c'est un peu triste. Oui. Mm. Parce que c'est dommage, et qui s'empêchent, et qui, voilà, et c'est vrai que Oui. tu te dis « Ah, mais c'est Oui. dommage, c'est trop bien !» C'est ça. Et du coup, oui, la manière de parler, c'est sûr. C'est sûr. Et On quand voit un bon exemple pour les prises de parole publiques qui sont sans doute travaillées pourtant et qui courantes, c'est les hommes politiques, enfin les hommes et femmes politiques. On sent quand même qu'il y a, pour certains, quelque chose de travaillé, et pour d'autres, c'est compliqué, quoi. il y en a beaucoup pour qui c'est compliqué quand même, hein, enfin, qu'ils auraient Oui. bien besoin d'un petit, pour le coup, d'un coaching ou je sais pas quoi. Mais Ouais. d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'ils le fassent pas. Pour le coup, ils ont les moyens. Et Ouais. voilà. Et alors après, est-ce qu'ils sont animés ou pas par ce qu'ils disent aussi, hein. Oui, c'est ça. Ça joue aussi, hein. Il y en C'est a ça. qui arrivent à faire semblant. C'est plus Ouais. compliqué quand même. C'est vrai Ouais. qu'on a l'impression qu'on avait avant plus d'orateurs. Enfin voilà, on a des exemples de discours quand même historiques Oui. et d'hommes politiques historiques. Bon, bah d'hommes pour le coup, parce que Ouais. histoire, voilà, mais ou enfin voilà, je sais pas, je pense à Badinter sur par rapport à la peine de mort. Quand on voit son discours, enfin genre personne ne se pose de questions, hein. Non. Tu écoutes son discours et il y a enfin juste tu te poses même pas la question pourquoi Ouais. il est là. En fait voilà, c'est ça. Déjà quelqu'un prend la parole et toi tu es en face et tu te dis en Qu'est-ce fait, qui- tu te poses un instant la question de pourquoi cette personne est là et pourquoi elle prend la parole à ce moment-là. En fait, si déjà la sujet-là. personne se pose Ouais. la question, c'est Ouais. fini, elle est déjà partie. C'est pareil en spectacle, hein. Ouais. Les spectateurs, s'ils se posent la question, si comme ça se posait une question dans les premières minutes, c'est fini, ils ont lâché le spectacle, c'est raté. Mais du coup, c'est même avant même d'ouvrir la bouche. Il y a une histoire de présence et il y a une histoire de corps, en fait. Et je pense que ça doit faire partie dans ton accompagnement. Je pense qu'il y a ce fameux gros nettoyage dont tu parlais, mais il y a aussi il y a le corps qui dit tellement de choses. Et je pense qu'avant même d'ouvrir la parole, le corps a déjà transmis. Et comme tu dis, je pense que la personne qui voit quelqu'un, enfin, une personne qui voit quelqu'un oh, pardon, sur scène, une personne la voit, et tout de suite, en quelques secondes, elle va se demander, soit elle se demande qu'est-ce qu'elle fait sur scène, et soit elle dit cette personne a sa place et elle est au bon endroit. Oui, oui, c'est sûr. Ah bah, du coup, oui, je fais aussi des retours effectivement sur la posture, sur le corps. En général, ça se voit tout de suite. Souvent, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole ou qu'on n'a jamais travaillé ça, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, mais juste on ne leur a jamais fait travailler, ils n'ont jamais eu de regard extérieur. Donc en fait, encore une fois, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Oui. C'est ça le premier travail qu'on fait en école d'acteur aussi, hein, c'est de prendre conscience de notre corps, de chaque geste qu'on fait, de chaque. Enfin voilà. Ce qu'on fait de nos mains, par exemple, on est sur scène, c'est un peu le. Ouais. Voilà, les pieds aussi. Parce Ouais. que souvent, il y a beaucoup de personnes, enfin, moi je l'ai vu, que ce soit dans mes ateliers ou les accompagnements maintenant, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en train de prendre la parole debout, qui bougent leurs pieds tout le temps. Ou alors qui les serrent, ou alors qui machin. Enfin voilà, on se retrouve, qui se ferment, quoi, qui ferment leur corps. Et du coup, ça direct, c'est pareil, c'est un parasite de la parole. Même si c'est pas dans la voix, ni dans les mots, même si la personne, elle arrive pour le coup à prendre la parole de manière à peu près droite, et sans se perdre ou sans dire plein de mots parasites, si le corps, il n'exprime pas du tout ce que la parole veut dire, bah c'est pareil, ça rentre en contradiction et c'est un énorme parasite de l'attention du coup aussi pour les gens qui sont en face. Ouais. Parce que tu regardes la personne en train de se contorsionner. J'imagine des mimiques ou des choses un peu désagréables à regarder. Ça n'a rien à voir avec une plastique ou une esthétique, mais des grimaces, un air hautain, quelque chose qui peut gêner finalement le discours. Donc il faut qu'il y ait une ouverture aussi en termes d'image, du sourire, de la façon de regarder. Tout ça, ça s'apprend aussi, j'imagine. Bah, ça s'apprend déjà, oui, bah oui, ça s'apprend. Et déjà, première chose, c'est en ayant un regard extérieur, effectivement, qui te dit ce que tu renvoies, en fait. Parce que sinon, si déjà tu n'as pas ça, voilà, moi j'ai vu des gens prendre la parole à des trophées des entreprises, par exemple. Donc voilà, où là, pour le coup, c'est ceux qui présentent les nommés. Donc voilà, c'est des gens qui viennent vraiment faire un discours devant 500 personnes, 600, 800, et qui regardent par terre. Ouais. Ah oui. C'est pas de leur faute, les pauvres. Enfin voilà, hein, c'est pas du tout pour aller contre eux, mais du coup, je me dis,
les pauvres, quoi. Parce que, en fait, Mais bon, bah, ils se oui, rendent sûrement pas compte qu'ils font ça. Mais donc, enfin, c'est horrible pour eux parce qu'en plus, ils doivent bien sentir. En fait, même si tu n'as pas complètement conscience de ce que tu fais, tu sens ce que les gens te renvoient en face quand même, hein. En plus, tu ressens ton propre malaise déjà. Alors, Donc, déjà, ils sont mal à l'aise, très clairement. Et en plus, quand même, quand tu as une salle en face de toi, même si c'est inconscient, tu sens que les gens sont pas avec toi, ou tu vas entendre des gens parler dans un coin. Enfin, ouais. là, il va se passer plein de trucs qui sont pas agréables. Déjà, tu es stressé. Et alors, en plus, t'as pas conscience de ce que tu fais, les gens te voient, t'écoutent pas. Enfin, ça doit être un enfer. Ouais. C'est une question d'énergie en plus, quelque chose qui circule mal et qui d'un seul coup. Est-ce que moi j'ai pu avoir dans notre ancien métier, Lisa, on a pu parfois accompagner des femmes qui ont du mal à prendre la parole justement, qui y vont quand même avec beaucoup de courage. Dans certains cas, c'en est vraiment là, c'est vraiment du courage. Des personnes, par exemple, extrêmement timides, des femmes qui peuvent, c'est pas des gamines, quoi, qui n'ont jamais eu à prendre la parole en public, qui sont extrêmement timides, qui vont rougir pour un rien, qui vont, par exemple, essayer de présenter leur activité et d'un seul coup, clac, la timidité finalement gagne. C'est un passage qui est douloureux, même pour les personnes qui écoutent, parce qu'on sent que c'est la timidité qui a gagné, là. Le temps d'un claquement de doigts, hop, elle a pris le dessus. Comment faire pour éviter ce passage-là? Comment faire pour garder un peu l'élan et Alors ça, c'est compliqué Enfin, ouais, j'imagine. Toujours donner un tips de respiration ou de voilà, mais comment dire, c'est pas Visualisation? je peux pas donner un truc magique, quoi. Non. Parce qu'en fait, pour moi, enfin, d'ailleurs, c'est justement ce que je fais et ce que je propose, et c'est pas pour rien que j'essaye de proposer et d'imaginer des accompagnements sur le long terme. Parce qu'en fait, pour moi, ça prend du temps. Peut revenir. Ça prend du temps, ça peut revenir. Oui, même si tu as eu une ou deux séances de prise de parole, de travail, tu vas probablement avoir pris conscience. En une séance, tu peux prendre conscience de ce que tu fais, quand même, en ayant un regard extérieur à peu près juste et objectif. Voilà, tu peux avoir pris conscience de ok, je mets des ou je bouge trop mes pieds, ou enfin voilà, ou je suis comme ça et je regarde par terre. Ok, tu peux avoir pris conscience, on peut avoir travaillé un petit peu, et ça va sûrement amener des choses, hein. Je dis pas il y aura des outils, enfin voilà, des outils que tu peux travailler. Mais alors, soit tu arrives à travailler tout seul et à continuer à travailler la respiration, ce qui est très compliqué, on va pas se le cacher, parce que en fait, on n'a pas le temps de le faire. Non. Ou on prend pas le temps de le faire parce que c'est tout. Tout le monde a beaucoup trop de choses à faire dans son métier, qu'on soit salarié ou entrepreneur ou chef d'entreprise, enfin peu importe. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à donner un outil comme ça, parce qu'en fait, clairement, je défends le fait que c'est pas magique, quoi. Non, tu as raison. Et en fait, c'est souvent ce qu'on fait pas, et en fait, qui n'existe pas, quoi, d'avoir quelque chose sur le long terme, parce que ça prend du temps. Parce que ça doit s'intégrer, parce que ça doit être un travail régulier, parce que sinon ça fonctionne pas. Et même tu fais du sport, regarde, moi je fais de la danse, donc voilà, cette année, j'ai un cours par semaine. Je vais pas juste aller faire 2 cours et c'est bon, je sais faire du hip-hop. Et c'est un peu la même chose. Oui. Enfin voilà, c'est un travail qui prend du temps et sur lequel on a besoin de revenir. La respiration, après il y a plein d'autres choses qui rentrent, évidemment, tu as l'articulation et tout, mais tout ça, ça compte en fait. Enfin, c'est tout ça. L'articulation, la respiration, le corps, la posture, enlever l'éthique de parole. Pour moi, tout ça, c'est des paramètres qui rentrent en compte dans le fait que est-ce que ta prise de parole, elle va être entendue ou pas, et de comment tu vas être écouté par les autres. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Donc, peut-être on peut se dire, là, je vais travailler sur celui-là, donc je vais déjà essayer de bien respirer. Puis ce sera déjà un truc, et puis ça ira déjà mieux. Et puis après, on va travailler l'éthique de parole, et puis tout ça, mais c'est à force de le faire, et à force d'avoir des regards, des retours, et à force de faire des exercices que ça vient. Et je me dis qu'en fait, l'un des trucs, tu vois, en fait, je pense que ça fait partie des choses que je peux dire un peu à répétition. Quand on a justement un peu peur de prendre la parole en public, on imagine des scénarios de dingue. Il peut se passer ci, il peut se passer ça, et ça va me gêner, et je vais plus savoir, je vais pas pouvoir rebondir, etc., etc. On se raconte des histoires tristes, en fait, d'une certaine façon. Et en ça, j'imagine que l'impro peut considérablement aider, parce que travailler son sens de l'improvisation doit permettre de rebondir dans certaines situations. Oui.
Alors moi, clairement, je suis pas une professionnelle de l'improvisation. Enfin, je viens pas de là au départ. J'ai Oui. fait du théâtre d'impro, hein, et puis j'en ai fait faire en atelier, donc je sais en faire. Voilà. Mais je viens pas de l'impro pure. Enfin voilà, c'est pas mon domaine. Moi, pour le coup, à la base quand même, et je suis toujours comme ça, je pense, je me suis émancipée, mais moi, je suis quelqu'un de très scolaire. Je suis quelqu'un de très carré et de très scolaire. J'avais beaucoup de mal à m'émanciper en tant qu'artiste. Par exemple, au début, à l'école d'acteur, mon prof me disait que j'étais trop scolaire, quoi. J'étais comme ça, j'étais dans les cases et tout. Elle faisait bien mon travail. Je faisais très bien mon travail, mais c'est vrai que je ne portais pas trop de propositions. Enfin voilà, j'osais pas, quoi. Donc il y a aussi ce truc-là, quand même, au-delà de l'exercice de l'impro. Je pense que c'est juste d'oser sortir des cases, d'oser, alors évidemment dans une certaine limite selon le contexte dans lequel on prend la parole, hein, mais d'oser être soi, d'oser juste être en fait. Et c'est ok. Et c'est ok, je suis comme je suis. Et parce que même si on enlève des types de parole, ben, on a une certaine voix, on a une certaine manière de parler. Enfin, l'idée, c'est pas d'effacer ce que la personne est, évidemment. Non. Au contraire, c'est de le révéler en enlevant tout ce qui bloque, quoi. Donc, Intéressant voilà. parce que ça montre que la prise de parole en public, on est complètement dans le développement personnel, alors que c'est quelque chose qui est très professionnel, qui aide au quotidien dans sa vie professionnelle, et en même temps, ça aide dans sa vie tout court. Ah oui, oui. Bah ça, oui, c'est aussi apprendre à se connaître et savoir comment on est et comment on a envie d'être aussi, parce qu'on a le droit Oui. d'avoir envie d'être d'une certaine manière. On a le droit de partir d'un point A et de se dire, moi, j'aimerais être comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Que ce soit, enfin, par exemple, dans le théâtre, forcément, j'ai des gens que j'admire. Enfin, dans le théâtre, dans les arts de la scène en général, on va dire, parce que c'est pas forcément que le théâtre, mais et voilà. Et j'ai eu des modèles et j'ai eu des gens que voilà où je me suis dit cette femme-là, ouais, c'est cool quoi. J'aime bien comment elle est, j'aime bien ce qu'elle dégage. Et du coup, c'est important aussi d'avoir des inspirations et des gens qui sont là autour de toi que tu connais ou pas, mais peu importe que tu suis. Enfin voilà, et de s'inspirer de ces personnes-là. Bon, voilà, on a le droit de partir d'un point, d'être d'une certaine manière. On est de cette certaine manière-là parce que notre histoire, parce que notre éducation, notre environnement familial, professionnel qu'on a eu depuis tant d'années. Et on a le droit de aussi vouloir plutôt être d'une autre manière et d'essayer de trouver les outils pour le faire, quoi. Et devenir la personne qu'on a envie d'être et qu'on a envie de dégager ce qu'on a envie de dégager. Oui, Et d'ailleurs, quand on parle de l'éducation, même de tout ça, c'est aussi une question de prendre sa place. Oui. Je t'ai coupé, Lisa, encore. Non, mais oui, prendre sa place, la confiance, et du coup, ça fait écho au côté où on peut avoir un savoir-faire, mais dans le faire savoir, en fait, la prise de parole, elle aide aussi beaucoup à se faire savoir, puisque dont je pense beaucoup de femmes on manque parce qu'on est les bonnes élèves et qu'on reste vraiment bien dans notre petit carré dans lequel on nous a mis et c'est très bien comme ça. Mais justement, je trouve que c'est fort, enfin, c'est important de se dire que ça participe au faire savoir dans notre carrière, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, comment justement on va travailler ce faire savoir via de la prise de parole en public, mais même en individuel. Je veux dire, si on a une bonne prise de parole, qu'on transmet les bonnes choses, qu'on transmet la bonne énergie de la bonne façon, en fait, demain, la vision qu'on a de nous, ça permet d'être recommandé parce qu'on a donné confiance, parce qu'on a montré qu'on a... Enfin, et donc, effectivement, ça fait vraiment écho. Enfin, en tout cas, moi, ce que tu disais par rapport à la confiance, c'est ce côté de travailler, toujours se faire savoir que nous, parfois, en tant que femmes, dont on manque un peu. Et du coup, tu vois, même quand tu parles de ça, je trouve que pour moi, vraiment, le point de départ, on revient à oser être qui on est, comme on est, et d'affirmer notre personnalité. Parce qu'en fait, et effectivement, tu dis de se faire recommander et tout, ben, en fait, mais que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur, je pense que ça ne change pas. Et parce qu'en fait, si tu n'oses pas être comme t'es, et que tu te mets des espèces de carcans et tout, de trucs, ben, tu te retrouves à construire des relations avec des gens qui sont biaisés, en fait, et la personne en face croit qu'elle a quelqu'un, et en fait, toi, c'est pas complètement toi, donc tu te retrouves à faire des trucs qui te plaisent pas, ou à te forcer,
et du coup, à être bien. T'épuisé à avoir un masque de putain, aujourd'hui c'est Et lequel? pour tout le monde, ça va pas. Parce que imaginez si on était tous et toutes qui on est et qu'on affirmait tous et toutes notre personnalité, les relations professionnelles, elles seraient toutes, mais à un niveau mais beaucoup plus élevé et beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant pour tout le monde, parce que du coup, on enlève les masques et puis du coup, on se met à travailler avec des personnes avec qui on a envie de bosser, quoi. Mais tu vois d'ailleurs d'où sans doute l'importance et la place qu'a pris le coaching individuel dans nos sociétés. C'est aussi précisément un endroit où tu vas être toi-même, où tu vas trouver quelqu'un avec qui va retomber tous les masques et avancer tel que tu es. Donc c'est un peu une recherche quand même, les gens sont en demande de ça. Oui, ouais. Peut-être que justement, aussi de se rendre compte que d'être planqué derrière un écran, d'être planqué derrière un avatar sur les réseaux sociaux et autres, c'est pas la vraie vie. Puis finalement, ça te fait pas avancer là où tu voudrais être. C'est un outil, mais ça n'est qu'un outil, c'est pas toi. Et de retrouver ce sens de la parole, de l'authenticité, de se montrer, d'oser, et même d'être maladroit dans ses prises de parole, etc., c'est bien mieux et bien plus riche que de se cacher derrière. C'est intéressant ce que tu dis. Pardon, je rebondis, Lisa, sur le fait d'assumer d'être maladroit dans sa prise de parole. Parce que c'est vrai que pour le coup, en théâtre, donc parce que j'ai plus de 10 ans d'expérience, plus que de l'accompagnement individuel, tu vois, moi, la première chose, un des premiers trucs que j'apprenais à mes élèves, qu'ils soient ados ou adultes ou enfants, peu importe, commence à créer un spectacle. Quand j'étais avec des groupes amateurs sur l'année, du coup, on faisait un spectacle à la fin, donc que ce soit de l'impro ou une pièce, peu importe, c'est la même chose. Un cabaret, on a fait toutes les formes de spectacle qu'on peut faire. Je leur disais, donc vous allez jouer devant un public, vous allez vous tromper. Ok, ça n'est même pas une question. Vous allez oublier votre texte, vous allez peut-être tomber sur scène, vous allez perdre un accessoire, vous allez avoir un trou, ça va arriver. C'est du vivant, donc en fait, il va se passer des trucs. Donc en fait, au lieu de les préparer à être parfaits, je les préparais à se tromper. Et à gérer. Ok, en fait, parce que c'est ça qui fait le vivant, même sur scène. Donc là, pour le coup, on est dans une représentation, on se dit, c'est un spectacle et tout, voilà, il faut que ce soit bien dans tous les sens et tout. Non, justement, en fait, c'est ok. Et en fait, on sait que ça va arriver parce qu'on est des êtres humains. Et donc, du coup, effectivement, si tu te dis, oui, je vais me planter, oui, j'ai le droit d'oublier un truc et de revenir sur quelque chose que j'ai oublié de dire. Oui, je peux rajouter des choses à la fin. Oui, voilà, et effectivement, tu t'enlèves tout un sacré... Et en plus, tu gagnes la complicité du public, qui lui aussi va pouvoir se dire, elle a le droit de se tromper, moi aussi. En fait, ça autorise tout ça. Et quand on voit sur scène des pièces de théâtre parfois, ou même des artistes connus, reconnus, tout ce qu'on voudra, qui ont un fou rire sur scène, ou un espèce de moment de complicité qui n'était pas prévu avec la personne avec qui ils jouent, tout le public, en fait, adore ça. On sent que ça crée quelque chose d'hyper joyeux. Donc, c'est bien qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être parfait, et qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous rappelle juste qu'on est humain, quoi. Non, mais complètement. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises directement, non, mais vous allez vous planter. Et en fait, c'est drôle parce que c'est exactement là où je voulais en venir aussi, de dire, d'être OK avec le fait que nos premières prises de parole, elles vont être nulles. Et d'être OK avec ça. Et de se dire que ça va venir, il y aura peut-être un passage bien, mais il y aura aussi un passage nul. Et qu'en fait, ça va venir avec l'entraînement. Et que quand tu prends une raquette de tennis et que tu commences à jouer au tennis alors que tu n'as jamais joué au tennis, tu seras nul. Et c'est OK. Et en fait, tu vas répéter, tu vas revenir. Comme tu dis, tu viens toutes les semaines à ton cours de danse. À la fin de l'année, tu seras meilleur qu'à ton premier cours. Et c'est normal. Et en fait, et du coup, ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Et je ne sais même pas pourquoi sur certains sujets, dont typiquement la prise de parole, où on devrait direct atteindre le truc de « on est bon ». Alors qu'en fait, non, pas possible. Déjà, c'est pas possible. Mais non, mais effectivement, tu as raison. Si déjà tu acceptes le fait que c'est OK, tu t'es planté là, déjà, ça te permet de prendre du recul sur ce que tu as fait. Et du coup, de prendre conscience de ce que tu as fait aussi, qui peut-être n'était pas au top, et donc de l'améliorer. Parce qu'effectivement, si tu te dis, il faut que je sois parfait, et puis que du coup, après, tu te dis, c'était nul, et puis tu n'as plus jamais envie de reprendre la parole, en fait.
C'est ça. Non, mais c'est ça. Et de le faire dans des conditions où, par exemple, je sais que je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs et typiquement, bah, pourquoi pas commencer dans un cercle où on sait que c'est bienveillant, on sait que ça peut être une thématique sur laquelle on est plutôt fort. Et donc, du coup, de se dire, OK, je vais peut-être pas donner la meilleure version de moi-même, parce que forcément, c'est la première prise de parole, mais de se dire, bon, bah, je teste, je peux avoir des feedbacks en plus et du coup, d'être dans une. Enfin, je trouve de trouver les moments où on peut se permettre d'aller tester ça, c'est aussi important avec les bonnes personnes. Et du coup, voilà. Et autre point, mais je crois que je t'en avais parlé à Valérie, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, le livre de Charles Pépin. Je l'adore, c'est un de mes livres préférés. Et donc, c'est Les Vertus de l'échec. Et vraiment, ça met en avant à quel point c'est OK. Et au contraire, pour aller loin, il faut qu'on ait des échecs dans la vie. Donc typiquement, voilà, faites des premières prises de parole ratées. Oui. Très bien. Vous tombez sur scène, enfin, faites des trucs de dingue, Et quoi. après, la baisse. Ouais. Des braguettes ouvertes, tout ça, quoi. Du coup, c'est intéressant, quoi. Enfin, moi, ça me fait vachement écho que tu parles de cet espace bienveillant où tu pourrais échouer à prendre la parole, parce que du coup, c'est exactement ce que j'ai imaginé, ce que je veux proposer. Donc, mais c'est hyper bien que tu te dises, ah, ce serait bien d'avoir un espace comme ça, parce que du coup, Oui. je me dis que c'est pas pour rien que j'ai imaginé ça. Alors, est-ce que tu veux justement, très bonne, c'était absolument pas prévu, vous avez vu ça, un peu quelle agilité. Annabelle, veux-tu nous parler justement de ton projet, ce qui est en train de se mettre en place, qui va démarrer début mars? Ouais. Et ben, du coup, je suis en train de mettre en place donc un programme d'accompagnement à la prise de parole en ligne, justement pour que ça puisse s'ouvrir pas forcément qu'aux personnes qui sont sur place, sur abonnement. Donc l'idée en ligne et sur abonnement, l'idée c'est de pouvoir proposer quelque chose sur le long terme à un tarif qui soit accessible. Parce qu'en fait, c'est ce que je me suis rendu compte et ce dont déjà je parlais avant, avec les prises de parole individuelles, par exemple. Et si tu prends une formation à la prise de parole ou un coaching, par exemple, avec des gens qui font des trucs hyper techniques, machin et tout, qui sont certifiés, tout ce que tu veux, et qui ne sont pas forcément artistes, mais qui font d'autres choses, et sûrement qui font très bien leur travail. Je ne dénigre pas leur travail, attention. Mais en fait, ça va être quand même sur un temps court. Donc moi, par exemple, les séances, c'est 1 ou 2, voilà, c'est cool, c'est sympa, hein, et les filles, souvent, sont hyper contentes. Mais voilà, et un coaching, ça va être pas pareil, quelques séances, mais en fait, après, ça va s'arrêter. On reste quand même sur un temps limité, sur un certain nombre de séances, et sur un certain budget. Voilà. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai vu. Souvent, ça limite le nombre de séances, parce que financièrement, en fait... on ne peut pas se payer une séance ou 2 séances de prise de parole individuelle tous les mois pendant 1 an. Enfin, il y a très peu de personnes qui peuvent se financer ça. Enfin, voilà, très clairement. Hein. Ouais. Peut-être certaines personnes, mais bon, voilà. Et donc, voilà, du coup, j'ai imaginé ça. Je me suis dit que quand même, ce serait chouette d'avoir un endroit. Donc, du coup, cet espace bienveillant dont tu parles, entre femmes, du coup. Désolée les garçons, s'il y en a qui regardent, je vous exclue complètement. Mais voilà, c'est important parce qu'effectivement, on est quand même beaucoup de femmes à avoir le syndrome de l'imposteur, à ne pas être capable d'affirmer ce qu'on est, nos fiertés et tout, qui viennent de la société, de l'éducation, enfin voilà, de plein de choses qui restent encore quand même de différence entre les femmes et les hommes. Et donc, du coup, le fait de le faire en visio, c'est l'idée de l'ouvrir à plus de monde. Et qui dit plus de monde fait que moi, je peux faire un tarif qui est accessible par personne. Et le fait qu'il y ait du monde, ça me permet, moi, d'être rémunérée, mais que chacune puisse accéder au truc. Et l'abonnement, c'est pour ça aussi. Enfin, voilà, c'est pour se dire, OK, je rentre dans un groupe. J'apprends aussi à connaître les femmes qui sont avec moi au fur et à mesure des ateliers qu'on fait. Et du coup, effectivement, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'au bout d'un moment, si tu arrives à prendre la parole en étant en confiance, si tu oses être toi, du coup, c'est plus facile dans un espace bienveillant et de confiance où tu sais que, voilà, déjà, tu te sens bien. Et à force de l'avoir fait, et quand tu vas te retrouver à le faire dans un autre environnement qui est peut-être un peu moins facile, moi, je me dis mentalement, je l'ai déjà fait, quoi. Oui. Je l'ai déjà fait. Donc, si je l'ai déjà fait, c'est que c'est possible. Donc, ça veut dire que je peux peut-être le refaire là. Ouais. Ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas magique, hein, ça ne va pas arriver du premier coup, voilà. Mais l'idée, c'est ça, et aussi... donc, ce que je propose, c'est un temps hebdomadaire, en tout cas au début. Si ça fonctionne, il y aura d'autres temps qui seront proposés. Pour l'instant, il y a un atelier par semaine. Et l'idée, c'est aussi d'avoir ce moment régulier dans ton agenda, de te poser, de prendre ce temps-là pour toi. Déjà, aussi de prendre du temps pour soi.
parce que c'est aussi un moment pour soi. De Oui. respiration, de souffle, de tranquillité, de se poser, de prendre du recul, de faire un exercice, de faire une activité pour toi, d'être avec d'autres personnes qui partagent la même problématique. Et du coup, de se dire, voilà, ça va, quoi. Et d'intégrer un groupe où on peut aussi avoir des discussions en dehors de ce temps-là. Enfin, voilà, partager des expériences, poser des questions, me poser des questions, avoir un regard extérieur. Enfin, voilà, c'est ça. Et voilà, oui, je pense que le temps long est important là. C'est un processus, en fait. C'est pas juste te donner un tips pour préparer un discours. C'est très C'est vraiment un suivi de là où tu pars d'un endroit et petit à petit, voilà, tu vas aller travailler tel ou tel point en collectif et en direct avec toi, du coup. Et après, chacune part d'un point différent, évidemment. Il y en a qui vont partir de vraiment, je ne peux pas parler devant personne. Il y en a certaines qui vont se dire, moi, j'ai juste envie d'améliorer et d'impacter plus dans ma prise de parole, mais ça, peu importe. Ça va fonctionner l'intelligence collective, finalement, chacune va pouvoir nourrir un peu les autres. À ton avis, qu'est-ce que les gens, les femmes, là, en l'occurrence, découvrent sur elles-mêmes en améliorant aussi la prise de, la faculté de prendre la parole? Qu'est-ce qu'elles découvrent sur elles-mêmes? Elles découvrent qu'elles ont le droit d'être. Mais c'est ouf. Pas mal dans la vie quand même. Non, mais c'est fou de dire ça. Mais en fait, j'ai rencontré plein de femmes, et pas que dans ce que je fais maintenant, mais avant, déjà depuis, en faisant les ateliers théâtre et tout, de femmes qui sont vraiment, qui n'osent pas être, en fait, qui n'osent pas prendre de place du tout, et qui ont très peur juste d'exister. Enfin, en fait... qu'on les voit, quoi. Hein? Qu'on les voit. Oui, enfin, juste d'être là. En fait, je raconte toujours la même histoire, mais je vais vous la raconter, de cette personne qui est venue. Donc ça, c'était quand je commençais les ateliers théâtre, donc c'était il y a 10 ans, tout pile 10 ans. Et cette femme qui est arrivée dans le groupe, au début de l'atelier, il y avait déjà un groupe constitué, hein, elle est arrivée 2-3 mois après qu'on ait commencé l'atelier, et elle arrive comme ça, toute comme ça, et puis elle me dit, donc je lui dis bonjour, voilà, puis elle me dit, je suis là, mais je sais pas si je vais y arriver, hein. Alors du coup, moi je lui ai dit, t'es là, donc c'est que t'as envie, a priori, déjà. Donc elle me dit, oui, j'ai envie, mais je sais pas si je vais y arriver. Je dis, écoute, ça va aller, hein, voilà. Moi je crois pas au talent, déjà, donc il n'y a pas de talent, donc t'as envie d'être là, donc ça suffit. T'as envie d'être là, viens, et tu fais ce que tu peux, comme tu peux, avec ton corps, enfin voilà. Moi, encore une fois, ça on en parlait plutôt avant que ça commence, mais je force jamais personne, parce que... moi, ça n'a aucun intérêt, et ça va plus renforcer des angoisses que les enlever, très clairement. Et donc voilà, c'est tout. Et cette femme, qui avait déjà la cinquantaine, hein, au moment où elle a commencé à travailler avec moi, elle s'est révélée sur scène. Pour le coup, là, c'était de la scène, c'était du présentiel, mais peu importe, j'ai envie de dire, mais c'était incroyable. Ses enfants ne la reconnaissaient pas. Elle s'est épanouie dans le théâtre, elle a trouvé une bulle, un endroit où elle pouvait être libre. Je pense que c'est une femme qui a été sous des injonctions toute sa vie et qui évolue dans un milieu assez masculin, où elle doit correspondre à une certaine image de la femme, et où en fait elle n'avait pas du tout d'espace pour s'exprimer dans son corps, dans sa voix à elle, quoi. Enfin voilà, pas d'espace de jeu, pas d'espace d'endroit pour s'amuser, pour respirer, pour partager ce qu'elle était vraiment. Le contraste pour elle entre la personne dans la vie et la personne sur scène était quand même assez flagrant. J'ai toujours vu un impact sur les gens, mais cette personne-là, c'était... Ça s'est retrouvé dans qui elle était après dans la vie, ou finalement elle a gardé quand même cette séparation? C'était quand même compliqué. Je pense que maintenant ça bouge un peu, mais bon, moi je me rappelle, en fait moi je l'ai connue qu'au théâtre au début. Mais moi je la connaissais au théâtre, donc voilà. Et une fois, j'habite à la campagne, hein, donc on habite dans des petits villages, on croise tout le temps les gens et tout. Donc voilà, je l'ai croisée une fois en allant chercher mon panier de légumes chez le marché. Donc on allait chercher le panier de légumes en même temps. On se fait la bise, on se dit bonjour. Et vraiment, non mais j'ai fait une gaffe, je sais pas. Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais ça va? T'es malade? Parce que elle avait le visage fermé, même en me voyant moi, où du coup normalement on se dirait ça reconnecte au théâtre et tout. Et en fait elle me dit non, pas du tout. Et après j'en ai parlé avec d'autres gens qui la connaissent. Ils m'ont dit non mais elle est comme ça. En fait elle est comme ça dans la vie, quoi. Et moi vraiment je la reconnaissais pas.
c'était fou. Bon, c'était le début, hein. Alors bon, après, bon, bah, elle reste dans un certain milieu et tout. Donc, c'est vrai qu'aussi, ça peut être difficile pour le coup, encore plus dans un milieu familial, je pense, qui pour le coup, potentiellement reste le même toute sa vie, d'oser changer quelque chose qu'on est depuis 30 ans, 40 ans, enfin, voilà, et que potentiellement, ça re-questionne la relation avec l'autre. Parce que si en fait, on est autrement, potentiellement, ça Ça peut repasse parler. quand même. On revient toujours au terme d'audace. Il y a quand même un moment donné où ça c'est pareil, c'est quelque chose qui normalement devrait pouvoir c'est comme un muscle qu'on devrait pouvoir étirer, qu'on devrait pouvoir travailler sur des petits points progressivement, mais travailler son audace pour justement, et la prise de parole, ça en fait tellement partie. D'imaginer parler juste à, je sais pas, une personne en face à face, et puis petit à petit, qu'il y ait deux personnes, et puis oser dire des conneries, oser être soi-même, oser être, enfin, jugé potentiellement ou pas. Parce qu'en Et en fait, on est tout le temps jugé. Hein. Mais oui. Il y a tout le temps. En fait, c'est ça aussi, ça part de là. C'est être OK sur le fait que tout le monde ne va pas nous aimer. Moi, j'ai été très longtemps conditionnée par le regard des autres. Hein. Je vous le dis, parce que moi, on m'a appris, quand j'étais petite, au soir, il faut mettre des boucles d'oreilles, il faut être bien, il faut être machin. J'adore ma mère. Maman, si tu regardes, je t'adore. Mais elle était très impactée par. C'est une personne parmi plein d'autres qui était très impactée par le regard des autres. Et en fait, c'est hyper difficile à vivre parce que tu es tout le temps en train de te poser la question de comment il faut être, de quoi faire. Mais ça prend une énergie de fou, quoi. Et c'est en plus plus marqué pour les filles. Encore plus pour les femmes, ouais. Et quand tu arrêtes d'être dans ce que les autres attendent, de machin, de truc, mais tu te libères d'un truc. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu ce déclic-là? Quand? Ouais. Et ben en fait, ça fait pas si longtemps que ça, tu vois. Je peux vous parler d'un livre que j'ai lu et qui m'a fait un déclic. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec le théâtre, mais voilà. Ça s'appelle, l'année dernière, j'ai vu en tête de gondole le livre La magie du j'en ai rien à foutre. J'adore le titre déjà. Ah oui, direct, c'est ouais. Voilà. J'ai vu ça et moi j'ai un peu du mal à lire. C'est difficile pour moi de lire longtemps parce que j'ai des difficulté d'attention, je m'éparpille beaucoup, je pars dans tous les sens, du coup je peux lire une page et avoir oublié ce que j'ai lu, je reviens, bon bref, ça me fatigue énormément, donc je lis beaucoup de BD surtout, et là j'ai vu ce bouquin, et pour le coup, alors il se lit hyper facilement, et même par petites touches, enfin voilà, c'est traduit de l'anglais, hein, mais c'est hyper bien traduit, tu as l'impression que l'autrice, elle te parle en direct en fait, c'est écrit d'une manière, voilà, et elle te donne des étapes, d'ailleurs je n'ai même pas fait tous les exercices qu'elle disait exactement, mais ça a quand même fait son cheminement dans l'esprit. Le truc essentiel qu'elle dit, c'est en gros, de prendre chaque sphère de sa vie, quoi, amis, famille, machin, et de faire la liste et de décider les choses dont tu n'as rien à foutre, en fait. Et en fait, sans devenir une connasse non plus. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, elle le dit comme ça. Elle dit, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez dire non, du coup, à des choses qui ne vous intéressent pas, en fait, dans lesquelles vous n'avez pas envie de mettre d'énergie, sans non plus devenir une espèce de personne complètement égoïste qui envoie chier les gens, quoi. En fait, c'est pas ça le but, effectivement. Mais de pouvoir dire, bah non, ça, j'ai pas envie de le faire, en fait. Et ça, j'ai pas envie de m'y intéresser. Bah voilà, c'est de choisir les choses, en fait, dans lesquelles on met notre temps et notre énergie. Très bien. Très bien. Et ce livre est hyper bien. Il m'a vraiment fait un gros déclic. Ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, hein, mais... et que j'y réfléchis. Bon, déjà, on a une biographie pour notre numéro, c'est pas mal, tu vois, on progresse quand même. Donc aujourd'hui, on avait parlé de livres, Les vertus de l'échec de Charles Pépin et La magie du j'en ai rien à foutre. Je sais plus le nom de l'autrice, mais bon. Ouais. Je vais me le commander parce que vraiment. Oui, tu en parles très bien. Tu en parles très bien, je pense que je vais regarder également. On arrive au terme déjà de notre partie. Super. Oui, ça passe toujours trop vite. Ouais, mais à chaque fois, il peut tout se passer quand on parle. Et moi, je cherche d'ailleurs quelqu'un, s'il y avait des formations pour éternuer discrètement, je prends. Tu vois, je ne sais toujours pas faire, donc je ne fais pas ça. J'envie les filles qui font. Bon, je ne sais pas faire, c'est ça. En tout cas, encore une heure qui a été hyper instructive, hyper riche. Merci Annabelle Pierry, autrement connue sous La Fille en Rouge.
que je vous invite tous à découvrir sur les différents réseaux sociaux. Et on a hâte déjà de découvrir Souffle, qui sera donc le prochain exercice et le prochain rendez-vous qui sera fixé de façon hebdomadaire par Annabelle. Merci Lisa, merci Annabelle. Bien, bonne semaine à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Business sans filtre. À bientôt. Merci, Annabelle. Merci.